Je suis Audrey Aviotti, responsable du département risque inondation au sein de Calixis. Calixis est une association de loi 1901 basée à Niort, en France, sur l'ouest de la France. Et nous avons 23 ans d'existence et d'expertise dans le domaine de la prévention des risques à la personne. Donc notre objectif aujourd'hui est de diminuer la vulnérabilité des personnes face à leurs risques du quotidien. Donc on a 3 domaines d'activité, 3 domaines d'études. Les principaux domaines donc sont l'étude des accidents de la vie courante. Donc ça c'est une demande aujourd'hui des mutuelles d'assurance. Aujourd'hui Calixis a créé un observatoire qui nous permet d'étudier les données sur les accidents de la vie courante afin de faire de la prévention auprès des occupants, auprès des particuliers. On a donc le pôle risque naturel et principalement nous nous sommes tournés vers le risque d'inondation dans un premier temps. Et puis nous avons un 3e pôle qui est plutôt l'étude de l'évaluation des comportements d'usage à destination de la santé et des risques naturels, c'est-à-dire que l'on va étudier le comportement des personnes face à des équipements, à des technologies qui ont pour but la prévention face aux risques naturels ou face aux risques sanitaires. Voilà, ce sont 3 domaines d'activité qui aujourd'hui commencent à avoir certaines complémentarités. On peut par exemple étudier les personnes fragiles et les risques d'inondation. On peut très bien étudier un dispositif de prévention, de gestion de crise au regard des risques naturels. Donc ce sont vraiment les 3 grands pôles de Calixis. Alors, je vais zoomer vraiment sur le pôle risque naturel et plus principalement le risque d'inondation. Les risques d'inondation, aujourd'hui, nous sommes référents dans le domaine de la prévention des risques d'inondation. Nous intervenons sur toute la France et voire même au niveau international. Nous répondons essentiellement à des marchés publics. Donc aujourd'hui, nous avons été retenus à peu près sur 75 à 75% de réponses au marché public. Et ces marchés publics sont plutôt orientés vers la réduction de la vulnérabilité du bâti et de ses occupants face au risque d'inondation. Alors, voici notre chaîne d'activité dans le département risque d'inondation. Nous avons principalement notre expertise et notre savoir-faire qui est fondé sur des travaux de recherche. Donc, j'ai effectué donc une thèse à l'École des mines de Paris sur comment réduire la vulnérabilité de l'habitat individuel face à l'inondation. Nous avons également eu un financement de l'Europe et nous sommes adhérents à l'Association française de prévention des catastrophes naturelles et nous menons un certain nombre de réflexions dans le domaine de la prévention des inondations. Ensuite, nous nous basons sur ces travaux de recherche pour faire de la recherche appliquée sur le terrain et nous menons des diagnostics de vulnérabilité et des autodiagnostics à destination d'acteurs économiques, de particuliers, de collectivités désireuses de diminuer, de minimiser les dommages et d'optimiser la sécurité des personnes sur leur territoire. Nous accompagnons également les collectivités en gestion de crise. Nous les accompagnons dans la révision ou la mise en œuvre des plans communaux de sauvegarde. Donc, ce sont des dispositifs aujourd'hui qui sont donc réalisés par le maire à l'échelle d'une commune. Et enfin, nous avons donc tout un volet de sensibilisation et de communication auprès du grand public à travers différents ateliers pédagogiques dont vous voyez donc la maison inondée là juste en dessous. Donc ça, c'est une maquette en 3 dimensions qui nous permet de simuler une inondation dans la maison et d'échanger avec le public sur les différents dommages que l'on peut rencontrer, sur l'insécurité des occupants et sur les différentes mesures de prévention à mettre en place. Alors, cette présentation, ce webinaire va s'organiser en 4 parties. Donc, au regard du temps qui m'est imparti, je passerai peut-être rapidement sur certaines étapes, mais surtout, n'hésitez pas à revenir vers moi à la fin de la présentation ou par mail.
Donc, la première étape, c'est de regarder un petit peu quelle est la situation de la France face au risque d'inondation et ensuite de zoomer sur la vulnérabilité de l'habitat individuel et de ses occupants. Ensuite, de voir aujourd'hui, que fait l'État en matière de prévention? Donc, on abordera quelques dispositifs. Je me concentrerai que sur quelques dispositifs qui a trait à la réduction de la vulnérabilité du bâti face au risque d'inondation. Et enfin, je vous présenterai donc l'outil d'autodiagnostic. Donc, c'est une démarche que l'on a mise en place sur un territoire, sur la façade atlantique. Alors, l'exposition de la France, aujourd'hui, nous avons à peu près 17 millions d'habitants situés en zone inondable, donc un habitant sur 4, et à peu près un peu plus de 20 000 communes, 19 à 20 000 communes qui sont également exposées au risque d'inondation, donc sur 36 000 communes, donc ça fait un peu plus d'une commune sur deux. Donc on voit à travers la carte que vous voyez sur votre droite, qui représente le nombre d'arrêtés catastrophes naturelles qui ont été publiés, et donc ça, si vous voulez, ça illustre le nombre d'inondations qu'ont connues les collectivités sur la période 82-2019. Donc le nombre de reconnaissances catastrophes naturelles par commune est très important. Vous voyez sur le sud de la France et la façade ouest, où on peut voir que vous avez plus de 30 000 communes qui ont connu au moins une fois une inondation sur la période 82-2019, donc ce qui dénote une certaine exposition en fait du territoire face au risque d'inondation. Alors tout type d'inondation, c'était aussi donc l'inondation, c'est un risque aujourd'hui qui est un des premiers postes de sinistre, qui est le premier poste de sinistre aujourd'hui en France, avec aujourd'hui 21 milliards d'euros d'indemnisation cumulée sur la période 82-2019. Et donc, c'est le premier poste de sinistre puisque ça représente 55% du coût total assuré au titre des indemnisations versées. Donc, on a vraiment un cumul des coûts qui se situe vraiment dans le sud de la France, et aussi qui commence à apparaître aussi sur l'ouest. Donc le sud de la France qui est très fréquemment inondé par des inondations acinétiques rapides comme les crues torrentielles. Tous les ans à cette époque de l'année, on a de nombreuses inondations sur ces territoires, donc ce qui dénote vraiment des enjeux, une exposition et une sinistralité très importante sur le territoire français. Alors, si je zoome sur la vulnérabilité de l'habitat et de ses occupants, aujourd'hui, on s'aperçoit en France qu'on a toujours des comportements qui sont inadaptés face aux inondations. On constate très régulièrement des personnes qui prennent leur voiture pour rejoindre leur domicile, par exemple, ou qui vont chercher donc leurs enfants à l'école. Des particuliers qui, voyez là la photo en bas à droite, c'est une maison qui récemment a été emportée lors de graves inondations dans le sud de la France, et on avait des octogénaires, un couple d'octogénaires dans cette habitation qui n'a pas voulu quitter son habitation. Donc il y a encore, si vous voulez, une sensibilisation sur les comportements à adopter en cas d'inondation à avoir auprès de la population, qui doit être encore davantage accrue. On a aussi donc la mission risque naturel qui émane des sociétés d'assurance et des mutuelles d'assurance françaises, qui mène des études sur la sinistralité du bâti et qui, à travers une étude, montre que les dommages les plus récurrents dans une habitation suite à une inondation lente, comme la crue de la Seine, par exemple, en 2016, montre que les différents postes de sinistres les plus impactés lors de ces inondations sont les revêtements de murs, les menuiseries, les réseaux intérieurs et les revêtements de sol. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, on étudie ces différentes thématiques, c'est pour pouvoir davantage
renforcer notre prévention, à la fois sur l'atteinte de la sécurité des personnes, les dommages matériels et le coût associé. Ça nous permet d'avoir une meilleure connaissance de l'endommagement du bâti face aux inondations et de renforcer notre prévention. Et donc là, on va parler de résilience. La mission risque naturel aujourd'hui travaille dans ce sens, c'est-à-dire qu'on est dans au regard de la conférence de Sendai, on est dans le Build Back Better. Comment intégrer le risque dans la construction et lors de la reconstruction. Pardon. Et puis enfin, nous avons aussi des comportements inadaptés, mais aussi une dépendance vis-à-vis des services extérieurs qui nous poussent à être davantage autonomes dans notre habitation quand on est autorisé évidemment à rester dans l'habitation le temps de l'événement. Mais on voit que l'étude de la vulnérabilité de l'habitat et de ses occupants est extrêmement liée et dépendante de son environnement extérieur et des services extérieurs. Donc ça, c'est des choses vraiment à prendre en compte et nous, on prend ces choses-là également en compte dans nos outils d'analyse, dans nos outils d'évaluation de la vulnérabilité. Ensuite, le délai de réhabilitation, donc effectivement, au-delà de la sécurité des personnes, on a à craindre également le délai de réhabilitation, c'est-à-dire le temps nécessaire pour retourner dans son habitat et retrouver un état plutôt acceptable. Donc ça, c'est très dépendant aussi des services extérieurs, des professionnels du bâtiment, de l'intervention des professionnels des bâtiments pour la reconstruction, des experts en assurance, etc. Donc ça peut jouer sur la vulnérabilité des personnes et éventuellement engendrer peut-être un relogement de ces occupants qui peut aller de quelques semaines à quelques mois. Alors là, on a vu, voilà, en 3 slides, hein, je vous ai résumé un petit peu notre étude. On étudie donc les particuliers dans leur habitat et on voit quels sont aujourd'hui les comportements qui aujourd'hui ont besoin d'être davantage renforcés en matière de prévention. La sinistralité du bâti, on avance petit à petit dans cette connaissance de l'endommagement du bâti pour pouvoir éventuellement intégrer le risque après la reconstruction, enfin lors de la reconstruction, puisque aujourd'hui on est sur un système d'indemnisation des catastrophes naturelles qui ne pousse pas à intégrer le risque après sinistre. C'est-à-dire que l'assureur, en fait, ne conseille pas le particulier sur les mesures de prévention intégrées dans le bâti après sinistre. Donc, on se retrouve très régulièrement face à des risques semblables aux événements précédents. Et donc, cette dépendance vis-à-vis des réseaux extérieurs qui, à mon sens, est très importante puisque le particulier doit rester autonome dans son habitation et quand on a un particulier avec un âge avancé, on va dire, se pose la question de sa prise en charge. Et donc là, on va plutôt être sur l'aspect gestion de crise qu'il va falloir éventuellement renforcer avec les plans communaux de sauvegarde où on va éventuellement indiquer aux collectivités quels sont les particuliers qui sont les plus vulnérables dans leur habitation pour que ces particuliers soient pris en charge lors d'un événement. Alors, je vais continuer. Donc, du coup, là, je vais aborder la politique de gestion des risques très rapidement également. Je vais focaliser, en fait, ma présentation sur 2 outils. Alors, dans un premier temps, je vais peut-être aussi résumer un petit peu la politique de prévention en France. Donc, on a aujourd'hui une directive inondation, la directive européenne, qui pousse tous les États membres à mettre en place des stratégies nationales de gestion des risques d'inondation, qui sont déclinées par des plans de gestion des risques d'inondation à l'échelle des grands bassins, des 13 grands bassins hydrographiques de France. Et en parallèle, vous avez des stratégies locales. Donc, les plans de gestion donnent des objectifs en matière de gestion des risques. Et ensuite, ce sont les stratégies locales de gestion des risques d'inondation à l'échelle des territoires à risque important. Donc, vous les voyez en jaune sur la carte. Donc, ce sont des territoires à enjeux très importants où la politique va être davantage renforcée et où vont être menées des stratégies locales de gestion des risques d'inondation et elles vont se décliner de manière très opérationnelle via des dispositifs de prévention pluricommunaux et communaux que je vais aborder par la suite
tout en recentrant évidemment sur notre sujet d'étude qui est la réduction de la vulnérabilité du bâti et de ses occupants face au risque d'inondation. Nous avons des programmes d'action de prévention des inondations qui nous permettent de mettre en place cette politique de gestion du risque d'inondation de manière intégrée et globale à l'échelle d'un territoire de risque. Alors, ces PAPI existaient bien avant la mise en place des TRI, mais aujourd'hui, quand vous êtes sur un TRI, vous pouvez avoir de manière opérationnelle donc ce PAPI, qui est plutôt un outil de contractualisation entre l'État et les collectivités. Aujourd'hui, les collectivités, pour mettre en place ces dispositifs de prévention, vont bâtir un dossier, un programme avec un planning, des échéances, un budget qui va donc émettre, enfin, si vous voulez, présenter les différentes actions en matière de communication, de surveillance et d'alerte, de gestion des ouvrages de protection et puis de réduction de la vulnérabilité. La collectivité va présenter ses actions dans ces grands axes que sont en fait les PAPI. Et les collectivités vont ainsi pouvoir bénéficier d'une subvention au titre d'un fonds étatique qui est le fonds Barnier qui a été créé en 1995. Donc cette subvention va être octroyée durant les 6 années de la mise en place de ce programme d'action de prévention des inondations. Alors nous, ce qui va nous intéresser, c'est l'axe 5, la réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens. Donc cet axe, si vous voulez, peut se mettre en place à l'échelle d'une commune à travers, par exemple, un plan de prévention des risques d'inondation. Alors, prévention des risques d'inondation ou risques littoraux. Ces plans ont été créés bien avant les PAPI. Ils ont été créés en 1995 via la loi dite Barnier. Et cette loi a été renforcée en 2003. Et en fait, donc ces plans de prévention, ce sont des outils réglementaires qui permettent aux collectivités de maîtriser l'urbanisation en zone inondable. Donc, ce sont des outils qui sont élaborés par l'État à l'échelle d'une commune. Et donc, ces PPRI vont permettre de maîtriser l'urbanisation en zone à risque, donc d'identifier les zones les plus à risque, là où il est interdit de construire, ou les zones où on peut construire sous certaines conditions, ou les zones où on peut éventuellement adapter le bâti au regard d'un certain nombre de prescriptions ou de recommandations qui sont dans le règlement donc, de ce PPR. Donc ce PPR, en fait, il est composé de cartes d'aléas, de cartes d'enjeux, et ensuite, en croisant les cartes aléas et les cartes enjeux, on constitue la carte des zonages réglementaires. Donc c'est ce que vous voyez là sur l'écran, et associé donc à ces zones que vous voyez en bleu foncé, rouge, bleu clair, vous avez un règlement qui va inciter les acteurs locaux à mettre en place un certain nombre de mesures ou qui incitera à ne pas construire dans certaines zones. Donc ça, c'est vraiment le PPR, et je vous en reparlerai lors de l'autodiagnostic que je vous présenterai, puisqu'on se base là-dessus pour mettre en conformité les bâtiments au regard donc de ce PPR. Et donc, ce PPR a évolué entre 1995 et 2003. Et en 2003, on va davantage étudier la vulnérabilité de l'habitation, donc notamment suite à la tempête Xynthia sur la façade atlantique, où tout ça a évolué et on a intégré dans les PPR des niveaux de vulnérabilité qui sont déterminés en fonction d'une hauteur d'eau qui est définie dans l'habitation. Et cette hauteur d'eau, elle est calculée en fonction de la cote de référence de l'événement historique ou exceptionnel et une cote altimétrique du premier plancher habitable, elle est relevée par un géomètre. Donc, ça nécessite le passage d'un géomètre expert pour effectuer ce relevé. Et donc, la différence entre ces deux cotes nous permet d'avoir une hauteur d'eau potentielle dans l'habitation. Et en fonction de cette hauteur d'eau potentielle dans l'habitation, donc par exemple ici 60 cm, le particulier va devoir mettre en place un certain nombre de mesures en fonction de sa situation, évidemment. Il va être dans l'obligation de mettre un certain nombre de mesures ou de travaux en place. Donc on l'abordera un peu plus en détail par la suite.
Alors, les travaux sont financés dans le cadre du Fonds de prévention des risques naturels majeurs. Donc, tous travaux rendus obligatoires ou recommandés sont éligibles par le fonds Barnier dans la limite de 10% de la valeur vénale du bien. C'est-à-dire que chaque particulier aujourd'hui engagé dans un diagnostic ou dans un autodiagnostic de vulnérabilité du bâti face au risque d'inondation doit faire évaluer sa maison. Et en fonction de cette évaluation, on va donc fixer un plafond qui est donc 10% de la valeur vénale du bien. Et au regard du coût des travaux qui auront été devisés par le particulier, l'État subventionne donc le particulier à hauteur de 80% des dépenses éligibles pour une habitation. Donc, reste à charge des particuliers 20%. Ce 20% peut éventuellement être pris en charge aujourd'hui lors d'opérations d'amélioration de l'habitat, où vous pouvez très bien avoir, par exemple, des travaux qui peuvent être pris en charge dans l'objectif de réduire ou d'améliorer l'habitation. Alors, à titre d'exemple, vous avez une chaudière qui se trouve exposée à l'inondation. Donc, on va demander au particulier de réaliser des travaux sur cette chaudière, mais on va également lui demander de changer cette chaudière parce qu'elle est vétuste. Donc, le particulier, sous condition de ressources, peut éventuellement bénéficier d'une subvention dans le cadre de l'agence l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat. Voilà. Alors, vous avez des outils en matière d'évaluation de la vulnérabilité de l'habitat face au risque d'inondation qui existent aujourd'hui. Vous avez des guides et des référentiels techniques qui ont été élaborés. Donc le bâtiment face à l'inondation qui a été élaboré par le Centre européen de prévention des risques d'inondation, qui est plutôt donc un document à destination des collectivités qui permet aujourd'hui aux agents éventuellement de réaliser eux-mêmes un diagnostic. Et donc, ce document permet de connaître les différentes étapes à réaliser pour éventuellement engager des travaux pour réduire la vulnérabilité, par exemple, des bâtiments publics. À droite, vous avez le référentiel des travaux de prévention qui plutôt, lui, qui est destiné plutôt à des professionnels du bâtiment. Donc, ce sont en fait des fiches techniques qui ont été élaborées pour chaque travaux de prévention. Et donc, ces fiches permettent aux professionnels du bâtiment de connaître les différentes caractéristiques techniques à respecter pour mettre en place ces travaux. Et puis, on a des outils aujourd'hui d'évaluation qui sont les diagnostics de vulnérabilité et le fameux autodiagnostic qui fait l'objet de cette présentation. Donc, aujourd'hui, Calixis, comme je vous le disais au préalable, est mandaté par des collectivités dans le cadre des programmes d'action de prévention des inondations pour réduire la vulnérabilité des bâtis et des personnes face au risque d'inondation. Et donc, on a la possibilité de réaliser soit des diagnostics, soit un autodiagnostic. Donc sur ces territoires, auprès de ces collectivités pour lesquelles on est mobilisé. Donc moi j'aborderai l'autodiagnostic. Donc cet autodiagnostic, il a été mis en place à la demande d'une collectivité, d'un EPCI, d'un syndicat mixte le syndicat mixte du Marais Poitevin et du bassin du Lay, qui est engagé dans le cadre du PAPI, dans le cadre de l'axe 5, et qui souhaitait davantage responsabiliser les particuliers face au risque d'inondation, c'est-à-dire leur mettre à disposition un outil afin qu'ils soient en mesure de s'auto-prescrire des travaux de prévention au regard d'un règlement, au regard du plan de prévention des risques dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, tout l'objet aujourd'hui de Calixis, c'est d'assister et d'accompagner ces particuliers dans cette démarche de prévention. Et donc, tout l'objet de cette étude qui a commencé en 2018 a été de réaliser cet outil d'autodiagnostic et de voir de quelle manière on a pu communiquer et diffuser cet autodiagnostic auprès des particuliers. Alors, avant d'aborder l'autodiagnostic, pour vous brosser un petit peu le territoire le territoire d'intervention de Calixis, on est donc sur une opération qui concerne 17 communes qui sont des communes à la fois littorales
concernés par des risques, le risque littoral, et des communes concernées par des risques fluviaux. Le syndicat avait dénombré 5000 bâtiments en zone inondable, alors tout confondu, hein. Et puis on a sur ces territoires une forte présence de résidences secondaires et de personnes âgées. Donc ça, c'est très important de le garder en tête, puisque cela va orienter un petit peu notre manière d'assister et d'accompagner les particuliers dans cette démarche de prévention. C'est un territoire qui a connu un événement tempétueux, donc je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais en tout cas en 2010, le 27 et le 28 février 2010, nous avons connu donc la tempête Xynthia qui a fait 53 communes en France et dont 29 à La Faute-sur-Mer, donc une des communes sur lesquelles nous intervenons. Donc ça a été un événement très marquant, qui a donc conduit, vous voyez, des collectivités à s'engager dans ce type de démarche. Donc, nous nous engageons dans une démarche où vous avez donc des plans de prévention des risques d'inondation, donc qui concernent à la fois des communes exposées aux risques fluviaux et des communes exposées aux risques littoraux. Donc, il a fallu vraiment s'acculturer à ces différents types de risques et intégrer donc ces particularités dans notre outil d'autodiagnostic. Ces plans de prévention des risques prescrivent des travaux d'adaptation sur le bâti existant qui sont à réaliser dans un délai de 5 ans après la date d'approbation de ces PPR. Donc, nous avons commencé en 2018 et donc nous devrions terminer en 2023, sachant que certains PPR ont été approuvés bien avant la date à laquelle Calixis a commencé son opération, a commencé la mission sur le territoire. Alors, les étapes de la mission de Calixis, donc dans un premier temps, nous avons dû cadrer la mission, on a dû échanger avec un certain nombre d'acteurs pour s'acculturer donc au territoire, aux différentes problématiques de risque, d'urbanisme, de réglementation. Ensuite, nous avons communiqué auprès des propriétaires, nous avons réalisé l'autodiagnostic et nous avons aussi assisté ces particuliers, ces propriétaires, au montage des dossiers de demande de subvention. Donc, la première étape de cadrage, elle a pour but de rentrer en contact avec un certain nombre d'acteurs, donc les maires, les services d'urbanisme, pour s'acculturer aux différentes problématiques rencontrées sur les territoires. Donc, ça nous a paru quand même assez important, puisque aujourd'hui, de se rapprocher en fait des maires, des services d'urbanisme et même des agents d'accueil des mairies pour les sensibiliser et les informer de la démarche. Puisqu'en fait, ces maires, ces services d'urbanisme et ces agents d'accueil vont être les acteurs auprès de qui les propriétaires vont éventuellement venir chercher l'information ou du moins s'informer sur la démarche et l'opération que mène Calixis sur les territoires. Ensuite, nous avons fait tout un travail avec les services de l'État, puisque ce sont les services de l'État aujourd'hui qui élaborent les plans de prévention des risques. Donc, il a fallu bien prendre en compte les différents types de travaux qui étaient donc prescrits sur ces territoires, bien comprendre quelles étaient leurs teneurs, quelles étaient leurs caractéristiques techniques, pour ensuite sensibiliser les professionnels, donc tout type de professionnels. Donc vous avez les géomètres d'une part pour les relevés géométriques, les relevés altimétriques, pardon, mais les artisans et les architectes conseils nous ont paru être des acteurs importants à sensibiliser et à informer, puisque ce sont des acteurs qui vont être directement concernés par les travaux de prévention. Alors ensuite, nous avons eu une campagne de communication. Donc cette campagne de communication, elle consiste en l'identification des parcelles en zone à risque. Ensuite, nous avons fait un recueil des coordonnées des propriétaires. Donc là, nous sommes sur des propriétaires de maisons secondaires.
Donc, il a fallu recueillir aussi leurs coordonnées, les coordonnées des maisons principales pour pouvoir les toucher, pour pouvoir les sensibiliser, les informer. Et puis, nous avons envoyé à peu près 2500 courriers auprès de ces propriétaires. Les différents moyens d'information et de communication, alors nous avons toute une palette. Donc, nous avons envoyé, comme je le disais, donc des courriers d'information. Nous avons mené une réunion publique où nous avons eu à peu près pas loin de 200 personnes présentes lors de cette réunion publique. Nous avons créé des affiches, comme vous pouvez le voir là sur votre droite. Nous avons affiché sur des lieux assez stratégiques où les habitants, enfin des lieux de passage. Des articles de presse ont été réalisés. Nous avons également communiqué dans les bulletins municipaux sur une chaîne de télé locale. Et puis, les différents acteurs, donc les mairies, le maître d'ouvrage et les services dans l'État ont communiqué sur leur site internet donc un certain nombre d'outils et de supports relatifs à la mission. Et nous avons également communiqué sur les réseaux sociaux. L'enjeu et l'objectif donc de cette démarche, c'est vraiment, et de la mise en place de cette fiche d'autodiagnostic, de l'autodiagnostic auprès des particuliers, c'est de déterminer les travaux qui peuvent être rendus obligatoires dans le cadre donc d'une mise en conformité au regard du PPR, donc afin de diminuer la vulnérabilité des biens et des personnes. Donc tout l'objectif donc de la réalisation de cet outil, c'était vraiment de faire prendre conscience aux particuliers des conditions d'inondation de son bien. Donc ça a été vraiment un point très important, c'est-à-dire de vulgariser au maximum, de rendre très pédagogique un outil qui pourrait être éventuellement très technique au regard de la réglementation. Ensuite, c'était de faire prendre conscience également et de permettre aux particuliers d'identifier les dommages matériels potentiels au regard d'une hauteur d'eau calculée. D'identifier éventuellement les conséquences sur la sécurité des personnes. Donc les conséquences, ça peut être très bien la conséquence de dommages matériels, ça peut être très bien l'absence de refuge dans une habitation qui est exposée à peut-être 1,50 m, 2 mètres d'eau. Et à l'issue de tout ça, donc c'est ce que je vous disais au préalable, c'est d'aider le particulier à s'autoprescrire des travaux rendus obligatoires au regard donc de la réglementation. Alors, les propriétaires ont quand même à leur charge donc la réalisation d'un relevé altimétrique. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, ce relevé altimétrique, donc il est réalisé par un géomètre expert et il nous permet de définir la cote altimétrique du premier plancher habitable de l'habitation. Ils ont également à leur charge la réalisation de l'estimation de la valeur vénale de leurs biens par un notaire ou un agent immobilier. Ces deux informations vont conditionner la bonne réalisation de cet autodiagnostic, puisque le premier point nous sert à calculer une hauteur d'eau potentielle et le deuxième point nous servira à estimer le montant de la subvention au titre du fonds Barnier. Alors, associés à cet autodiagnostic, nous avons des outils supports qui aident et qui aident en fait les particuliers à réaliser en fait leur démarche de prévention. Donc, nous avons effectivement donc la fiche d'autodiagnostic, mais aussi nous avons des fiches techniques. C'est-à-dire, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure avec le référentiel des travaux, nous avons réalisé des fiches techniques qui permettent de caractériser les différentes mesures rendues obligatoires, et ces fiches techniques sont des supports, permettent en fait le dialogue entre le professionnel du bâtiment et le particulier qui est novice dans le domaine. Nous avons également des lettres à destination des professionnels qui contextualisent la démarche, donc essentiellement auprès des professionnels comme les notaires ou les agents immobiliers, qui vont évaluer la valeur vénale du bien. Donc, il faut qu'ils sachent dans quelles conditions, dans quel contexte cette estimation doit être réalisée. Et puis, nous avons des tutoriaux. Donc, les tutoriaux, deux types de tutoriaux. Un tutoriel qui va expliquer aux particuliers comment est calculée cette hauteur d'eau potentielle dans l'habitation, et un autre tutoriel qui va expliquer aux particuliers
comment calculer le montant de la subvention au titre du fonds Barnier. La liste des géomètres experts et un guide du plan familial de mise en sûreté. Donc ça nous a paru essentiel. Donc ça, c'est un plan organisationnel pré-rempli que le particulier va devoir s'approprier, mais l'autodiagnostic ne va pas sans un plan organisationnel. Donc là, je vous le montrerai tout à l'heure, ça permet de connaître les différents comportements, les bons réflexes à avoir avant, pendant et après une inondation. Tous ces documents, supports, sont mis à disposition des propriétaires, soit par envoi courriel, ou en téléchargeant donc ces documents sur les sites internet. L'autodiagnostic. Donc la première étape de l'autodiagnostic, c'est de caractériser le bâti existant et ses occupants. Chaque habitation est un cas particulier, effectivement. Donc, dans cette région, sur ces territoires, vous avez très souvent, on fait face à des maisons qui ont été construites de plein pied, qui ne sont pas forcément assez solides pour recevoir un refuge, un niveau refuge, un étage supplémentaire. Donc, on a fait face vraiment à des cas particuliers qui nous ont posé beaucoup de questions concernant l'application de certaines mesures de prévention au regard des niveaux de vulnérabilité, au regard des hauteurs d'eau qui sont définies dans ces habitations. Donc, caractériser le bâti existant, voilà, ça nous permet vraiment de définir l'habitat, sa structure, les différents matériaux, l'exposition de différents équipements techniques. Et puis ensuite, vous avez donc la caractérisation des occupants. Est-ce qu'on est face à une famille avec des enfants en bas âge? Est-ce qu'on est face à des personnes âgées? Auquel cas, ces informations qui vont être récoltées devront remonter auprès de la collectivité pour éventuellement compléter la liste des personnes vulnérables présentes sur la collectivité et qui permettront à la collectivité de prendre en charge éventuellement ces occupants lors d'un prochain événement, lors d'un événement potentiel au regard en fait du plan communal de sauvegarde, de leur plan communal de sauvegarde. Donc c'est un plan qui permet de mettre en place les moyens humains et techniques pour sauvegarder la population en cas de crise, en cas d'événement. Ensuite, nous avons guidé le particulier vers la détermination d'un scénario d'inondation. Alors, quand on dit scénario d'inondation, on voyait la définition d'une hauteur d'eau, d'une vitesse, d'une durée de submersion. Sauf qu'aujourd'hui, le particulier, il n'a pas beaucoup d'éléments pour définir ces différents paramètres de l'inondation. Donc, on a fait le choix de rester sur une hauteur d'eau potentielle dans l'habitation qui est calculée, donc comme je vous le disais tout à l'heure, par la différence entre la cote de référence de l'événement exceptionnel ou historique avec la cote altimétrique du premier plancher, donc on obtient une hauteur d'eau. Donc l'autodiagnostic guide, vous voyez un exemple, un extrait ici en haut à droite de la page de l'autodiagnostic qui permet de guider le particulier dans sa démarche d'évaluation de sa vulnérabilité. Une fois qu'on a donc calculé cette hauteur d'eau nous permet en fait, renvoie plutôt vers un niveau de vulnérabilité qui est associé à l'habitation. Ce niveau de vulnérabilité, il est défini dans le règlement qui est le plan de prévention des risques sur le territoire sur lequel nous intervenons. Donc ici, à titre d'exemple, je vous ai donné 60 cm. Donc l'habitation qui est exposée à 60 cm d'eau a un niveau de vulnérabilité modéré. Et ce niveau de vulnérabilité modéré nous renvoie vers un certain nombre de mesures qui peuvent être rendues obligatoires au regard de la situation du bien et des occupants. Donc, par exemple, vous voyez que si l'occupant est équipé d'une cuve de produits polluants, il doit faire en sorte de réaliser, il doit arrimer cette cuve pour éviter tout dommage ou pollution environnementale. Il doit mettre en place des clapets anti-retour, anti-refoulement sur les canalisations des eaux usées, par exemple, pour éviter le refoulement des eaux usées dans l'habitation. Alors, vous avez ici
donc un certain nombre de mesures que l'on peut retrouver ici à titre d'exemple. Hein. Donc ça, c'est l'exemple de la fiche de l'autodiagnostic qui guide encore une fois le particulier dans l'évaluation de sa vulnérabilité et des mesures qui peuvent être rendues obligatoires au regard de sa situation. Donc ça, ce sont des mesures obligatoires. Associées à ces mesures obligatoires, nous avons également ajouté une partie sur des mesures qui peuvent être recommandées. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte, je reviens là-dessus, que les mesures qui sont listées dans un PPR ne sont pas forcément adaptées au regard d'une stratégie que l'on voudrait mettre en place. À titre d'exemple, pour une habitation qui est exposée à 60 cm, si je mets en place des clapets anti-retour et j'occulte les grilles de ventilation basses, j'ai encore mes ouvertures, j'ai encore mes portes qui sont susceptibles, qui sont des voies d'entrée d'eau. Donc, si je ne couple pas ces mesures, je ne complète pas ces mesures avec un système, un dispositif de type bâtard d'eau sur mes ouvertures, ma stratégie de prévention est pas tout à fait à 100%, si vous voulez, comment dire, efficace, on va dire. Hein. Donc ça nous a posé un certain nombre de questions. Donc on a voulu faire le choix aussi de laisser, enfin on a laissé le particulier faire le choix dans ces mesures. Donc à la fois des mesures rendues obligatoires et on lui a proposé aussi des mesures recommandées qui pourraient venir compléter ces mesures obligatoires. Et donc évidemment les mesures obligatoires, ce sont les priorités à mettre en place. Elles sont subventionnées au titre du Fonds Barnier, mais vous avez aujourd'hui, depuis février 2019, des mesures recommandées qui peuvent également être subventionnées dans le cadre du Fonds Barnier, dans la limite des 10% de la valeur vénale du bien. Je vous parlais donc des fiches techniques. Voilà un exemple de fiche technique. Donc, par exemple, une fiche technique sur le niveau refuge. Ça permet de voir quels sont les différents professionnels du bâtiment à mobiliser, quelles sont les caractéristiques techniques à respecter au regard du règlement. Même chose pour le clapet anti-retour à positionner sur les réseaux d'eau usée. Donc là, vous voyez les différents objectifs, les différents corps de métier à mobiliser et les caractéristiques techniques. Et puis, vous avez ce plan familial de mise en sûreté qui est pré-rempli, qui est mis à disposition du particulier. Et donc, c'est un plan papier qui a le mérite d'exister et qui permet en fait aux particuliers d'avoir les bons réflexes avant, pendant, après une inondation. Donc, on recommande aussi aux particuliers de réaliser ce plan, enfin de faire prendre conscience à l'ensemble des membres de la famille qu'un plan existe en cas d'alerte. Je ne reviendrai pas sur la subvention au titre du Fonds Barnier, on l'a évoqué tout à l'heure, mais vous voyez, donc le guide d'autodiagnostic, encore une fois, oriente le particulier vers, en tout cas, conseille le particulier dans sa démarche. Alors, au regard de tout ça, l'étape 4, c'est l'assistance au montage des dossiers de demande de subvention. Une fois que le particulier a réalisé son dossier de demande, enfin son autodiagnostic, pardon, il peut éventuellement être accompagné par Calixis lors de permanences en présentiel ou de permanences téléphoniques pour monter son dossier de demande de subvention. Le dossier de demande de subvention, c'est lourd administrativement, c'est un dossier qui doit être complété d'un certain nombre de pièces administratives telles que les devis, par exemple, des professionnels du bâtiment, qui justifient du coût des travaux à réaliser et de leur faisabilité technique également. Voilà, donc je ne rentrerai pas forcément dans le détail sur ce point-là, mais je reste à disposition si vous avez des questions. Donc ce dossier de demande de subvention, il est déposé ensuite aux services instructeurs qui sont donc les services de l'État qui vont valider ou non ce dossier et donc verser donc la subvention auprès des particuliers.
Pour faire le bilan sur cette mission, donc aujourd'hui, nous avons en 2019, hein, donc cette mission s'échelonne jusqu'en 2023, nous avons 422 propriétaires qui ont été accompagnés sur 17 communes et on voit bien que ce sont très souvent des propriétaires qui donc qui habitent donc des communes sur le littoral. 50% des personnes de plus de 65 ans et 62% de résidences secondaires. Donc, il a fallu adapter nos discours, il a fallu adapter l'autodiagnostic, mais on verra par la suite que ça ne suffit pas forcément puisque face à des personnes âgées, nous sommes face aussi à des fractures numériques où donc les particuliers préfèrent être accompagnés de A à Z par Calixis pour réaliser l'autodiagnostic et éventuellement monter le dossier de demande de subvention. Donc, il y a eu des difficultés quand même lors de la réalisation de ces autodiagnostics où il a fallu vraiment se mettre à la place du particulier et être là en tant qu'expert comme si on réalisait un diagnostic de vulnérabilité. Donc ensuite, nous avons eu un très grand nombre d'appels téléphoniques, plus de 600, je crois. Donc l'objet de ces appels téléphoniques concernait la dispense de ces permanences, une information plutôt générale sur le dispositif, la réalisation des autodiagnostics, des demandes concernant la subvention, le montant de la subvention au titre du fonds Barnier et l'envoi du kit d'autodiagnostic, donc ces fameux documents support à l'autodiagnostic. 25 permanences sur une année, 218 autodiagnostics réalisés, 84 dossiers de demande de subvention ont fait l'objet d'un accompagnement et 53 ont été instruits par la DDTM, donc ce sont les services de l'État. Donc c'est plutôt un succès, 53 diagnostics pour cette année 2019. On verra comment va se dérouler la suite. Et ce qui a été très apprécié des particuliers, ce sont les conseils techniques apportés par Calixis et le soutien moral auprès des personnes âgées, notamment qui n'étaient pas forcément à même de monter un dossier de demande de subvention. Au niveau donc de la collecte des données à travers donc les autodiagnostics, donc on est sur des résidences secondaires avec des personnes de plus de 65 ans, certaines sont à mobilité réduite voire en situation de handicap. On s'aperçoit que 54% des habitations qui ont fait l'objet d'un autodiagnostic sont concernées par un niveau de vulnérabilité élevé, c'est-à-dire sont exposés à plus d'1 mètre d'eau. Donc, pour rappel, sont concernés par un certain nombre de mesures qui peuvent être rendues obligatoires dans le cadre du PPR. Sur 192 donc autodiagnostics, on a 48 maisons de plein pied qui sont exposées donc à plus d'1 mètre d'eau. Donc c'est peut-être ces maisons qui ont fait également l'objet de demandes de subvention pour réaliser par exemple un refuge, donc soit une zone refuge, c'est-à-dire l'aménagement des combles, soit un niveau refuge avec donc la réalisation d'un niveau supplémentaire. Donc, je passerai sur les autres, c'est à titre d'exemple. Et donc au niveau de ces autodiagnostics, on a donc 61 maisons situées, exposées à des hauteurs d'eau de plus d'1 mètre qui ont fait l'objet de prescriptions, pour lesquelles on a prescrit un refuge, soit un niveau, soit une zone refuge. Voilà. Donc ça, ce sont les travaux qui sont plutôt très conséquents et puis très fréquents, et la pose de clapets anti-retour également. Donc 84 dossiers de demande de subvention ont fait l'objet d'un accompagnement de Calixis et 53 donc ont été déposés au service de l'État, auprès du service de l'État. Donc pour finir, je crois que je serai dans les temps, on est plutôt sur et je pense que ça va faire aussi l'objet
d'un échange avec vous, puisque je voyais qu'il y avait peut-être des questions. On est sur un autodiagnostic qui est jugé donc plutôt pragmatique, mais trop long. Trop long dans le sens où on a voulu rajouter toute une partie concernant les mesures recommandées, et aujourd'hui les particuliers ne prennent pas forcément connaissance de ces mesures qui sont recommandées, mais vont plutôt aller directement vers les mesures qui sont rendues obligatoires. On a des professionnels du bâtiment qui aujourd'hui sont très demandeurs d'informations, qui souhaitent être sensibilisés, puisque je le rappelle encore une fois, aujourd'hui en France, nous n'avons pas de plan national en matière d'intégration du risque dans la construction ou la reconstruction, et nous n'avons pas aujourd'hui les professionnels du bâtiment ne sont pas formés au risque d'inondation. Donc c'est une étude, c'est une mission aujourd'hui qui nous amène à dire qu'aujourd'hui, les professionnels du bâtiment, les artisans, doivent être aujourd'hui formés sur cette problématique. Comme je disais, on a plutôt donc un soutien moral et des conseils techniques qui ont été très appréciés. Et alors ça se discute. On a très souvent des personnes d'un certain âge qui souhaitent avoir une assistance de A à Z, c'est-à-dire on leur réalise l'autodiagnostic à leur place, soit à distance par téléphone, on les accompagne, soit lors de permanence, et on réalise avec eux le dossier de demande de subvention. Donc, vous voyez que là, l'autodiagnostic est discutable au regard aussi du type de population que l'on a en face de nous. Puisque là, on a cet accompagnement de A à Z, on transpose plutôt l'autodiagnostic vers un diagnostic avec l'assistance d'un expert, et l'expert qui visite le bien pour évaluer la vulnérabilité. Voilà, donc ça peut être discutable éventuellement. Et puis par contre, à l'inverse, on a quand même des particuliers qui demandent à ce que l'autodiagnostic soit en ligne. Donc ça nous pousse aujourd'hui à réfléchir et puis c'est dans l'air du temps, j'ai envie de dire, à réaliser éventuellement un autodiagnostic en ligne, donc avec les inconvénients que ça pourrait avoir, notamment au regard de l'estimation de la hauteur d'eau dans l'habitation. Mais on travaille sur le sujet, et aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous intéresse fortement. Et au vu de la situation actuelle en France, au vu du Covid-19, c'est des questions que l'on se pose sur une assistance à distance. Voilà. Et comme je le rappelle, et ça c'est très important, aujourd'hui que l'on soit dans une démarche de diagnostic ou d'autodiagnostic, chaque habitation est un cas particulier, et pour avoir été sur le terrain, pour faire le point avec mon équipe, aujourd'hui, on s'aperçoit que à chaque fin de semaine de diagnostic, on s'aperçoit qu'on a au moins 5 cas particuliers sur lesquels il faut que l'on travaille, avec qui on travaille beaucoup aussi avec les architectes, mais en tout cas, on trouve des solutions, et je pense que ça peut faire évoluer en tout cas la prévention, et ça peut faire éventuellement favoriser la résilience des bâtiments et des occupants face au risque d'inondation. Voilà, j'ai tenu, c'est bon. Parfait, merci beaucoup. Merci beaucoup, de votre Audrey. attention, merci beaucoup. Merci beaucoup pour la présentation qui est bien campée dans la théorie, puis complexe et nuancée là, de l'évaluation de la vulnérabilité. Puis en même temps, souligné par un soutien gouvernemental pour des initiatives très locales d'évaluation de la vulnérabilité. Fait que c'est super. Audrey, c'est déjà 1 heure. Ça se peut qu'il y ait des gens qui nous quittent, mais on va ouvrir une période de questions quand même pour ceux qui restent. Celles qui doivent quitter, je suis certain que Audrey va être disponible pour répondre à des questions par courriel. Éventuellement, on pourra rendre disponible ton courriel, Audrey, puis on les invite à te contacter s'il y a des questions. Pour ceux et celles qui quittent aussi, je vous rappelle qu'il y a un autre webinaire, le dernier webinaire va avoir lieu le 12 novembre sur la prévision des crues, un travail d'équipe par François Antil, en collaboration avec le Centre. Fait que maintenant, Audrey, on va ouvrir la période de questions. Il y a une question qui est apparue par Jimmy Duchesneau, là, si je ne me trompe pas. Est-ce que Jimmy est toujours là? Jimmy, j'aimerais ça t'inviter à poser la question pour
faire un dialogue parce que la question est assez longue, je ne veux pas la lire, fait que je t'invite à la poser directement à Audrey, s'il te plaît. Il n'y a pas de problème. Bonjour, Jimmy, enchanté. Ma question est la suivante, puis ça se peut aussi que ça dépasse votre champ de connaissances ou de compétences, mais je voulais profiter de votre présence pour peut-être bénéficier d'expériences étrangères. Ma question est la suivante. Êtes-vous au courant je vais dire, d'instances de gouvernance qui mettent en œuvre une approche de gestion du risque? Vous avez parlé de 13 bassins versants prioritaires. Je pense que c'était votre point 3 de la présentation. Est-ce qu'il y a des structures qui se mettent en place pour essayer Oui. de faire de la planification, mais pour des hotspots, des zones sensibles? Le parallèle qui est à faire, c'est que le gouvernement, en ce moment, doit annoncer la mise en place de 10 bureaux d'intervention, de maximum 10 bureaux d'intervention qui vont devoir faire le portrait et un plan d'intervention. Donc, je suis à la recherche d'exemples inspirants de planification ou autre. Mais en fait, aujourd'hui, vous avez ce qu'on appelle les regroupements de collectivités. Alors après, au niveau public, vous avez des regroupements de collectivités. Donc, ce sont les EPCI qui sont sous forme de syndicats mixtes, comme le bassin du lait, hein, dont je vous ai parlé, qui vont aujourd'hui avoir une gestion intégrée du risque d'inondation. C'est-à-dire que c'est un transfert de compétences des collectivités, des communes, vers ces syndicats pour gérer un certain nombre de problématiques relatives à l'eau, relatives au risque d'inondation. Et vous avez sur certains bassins les établissements publics territoriaux de bassin qui sont là pour mettre en place aussi tous ces dispositifs de prévention à l'échelle des bassins versants. Et donc mettre en place ces programmes d'action de prévention des inondations. Je ne sais pas si j'ai pu répondre à votre question. Oui. Ben, je vois que il y a des parallèles peut-être à faire avec des OBV ici, mais je vais aller explorer ce que vous avez nommé. Il y avait eu un élément de réponse aussi par Pierre-Jean Goupil en lien avec cette question-là, Jimmy, qui identifiait que la DTT ou la DDTM était en charge de ce genre d'action. Je pense qu'il y a mis un lien, peut-être que ça pourra t'éclairer aussi, Jimmy. Je t'invite à regarder dans les questions. Merci donc, Jimmy, pour ta question. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions spécifiques, mais je vous invite, si vous en avez, soit à prendre la parole, soit à écrire une question dans la conversation, qu'on puisse relayer la question. S'il n'y a pas de questions, moi j'en ai quelques-unes. Je vois Amélie qui... Oui, Amélie, vas-y. Mais d'abord, Audrey, je me fais souvent dire que j'ai un fort accent québécois, donc me dire s'il y a des termes là, qui sont difficiles à comprendre. Ma question porte davantage sur la perception au Québec. Ça serait, au Québec, c'est assez difficile de mettre la vulnérabilité de l'avant, puisque comment le cadre légal est conçu, comment les assurances sont conçues. Un assureur qui entend vulnérabilité va probablement retirer son prêt hypothécaire, va retirer sa possibilité d'assurer une résidence. Il va avoir une peur associée au mot vulnérabilité, au mot risque. Donc, dans l'utilisation courante des termes, il y a une tentative de parler davantage d'aléas que de risque, parce qu'on va dire, voici une carte d'aléas, on n'a pas évalué la vulnérabilité, donc il n'y a pas de risque. C'est un peu la pensée magique de dire qu'il n'y a pas de risque, mais en réalité, on sait tous qu'il y en a. Mais mettre sur une carte des maisons avec des points rouges, verts et jaunes, ça fait peur, ça inquiète. Les gens ont peur pour leur patrimoine. Ma question, c'est quoi l'acceptabilité sociale de ça? Je sais qu'en France, les assurances et le code légal est différent du Québec. Donc, probablement que c'est peut-être mieux vu, puis peut-être qu'il y a même des assouplissements de primes d'assurance parce que les gens se conforment aux obligations de travaux, tout ça. Puis j'aimerais ça vous entendre là-dessus. Alors, au niveau du système d'indemnisation CatNat, on est sur un système public-privé, mixte, sur un principe de solidarité et de responsabilité. Solidarité dans le sens où on a une prime additionnelle de 12%. Donc, c'est une cotisation CatNat, en fait, de 12% qui va aller alimenter le fonds Barnier, qui est un fonds étatique. Et au niveau de la responsabilité, vous avez des franchises et donc la franchise pour l'habitation, c'est de 380 €.
et vous avez les plans de prévention des risques. En fait, il y a un couplage à faire entre indemnisation et prévention aujourd'hui. Le plan de prévention des risques, aujourd'hui, il vous dit vous avez un certain nombre de travaux qui peuvent être rendus obligatoires au regard de votre situation. Si vous ne réalisez pas, si vous ne vous mettez pas en conformité dans les 5 ans qui suivent après l'approbation du PPR, vous pouvez être sanctionné. Donc, la sanction, ça peut être quoi? Ça peut être une modulation de la franchise. Donc, en théorie, on dit que c'est 25 fois la franchise. Ça peut être l'assureur qui ne reconduit pas à la date d'anniversaire le contrat. Ça peut être une surcote aujourd'hui de la prime d'assurance, de l'assurance. Donc, vous voyez, il y a quand même, mais on a quand même un système d'indemnisation aujourd'hui qui est solidaire. Vous voyez, et aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a une catastrophe, c'est ce pot commun, le fonds Barnier, qui va permettre de reconstruire ou de faire de la prévention. Et on a une réassurance, donc on a aujourd'hui, c'est l'État qui réassure aujourd'hui. Hein, on a la Caisse centrale de réassurance, donc c'est aussi une certaine sécurité pour les assureurs. Donc, pour en revenir un petit peu à cette perception, on a aujourd'hui, enfin, moi, j'ai pas de... Mon seul, aujourd'hui, ma seule question, c'est on n'arrive pas avec ce système à responsabiliser suffisamment les propriétaires. Mais on a un système qui est quand même, qui fonctionne plutôt bien. Après, c'est si aujourd'hui on a une conjonction de différents événements de type, comme on le voit aujourd'hui dans le sud de la France, avec un événement de type crue Centenale, crue de la Loire, etc., où on peut, ça laisse à penser que notre système peut éventuellement, comment dire, être fragile. Mais après, j'ai pas enfin, je ne sais pas si je réponds vraiment à votre question. Aujourd'hui, on a plutôt cette réflexion. Vous voyez, on est plutôt en réflexion sur le sujet de la résilience. Pourquoi aujourd'hui les assureurs comment dire? Alors, ils investissent en prévention, mais pourquoi aujourd'hui, si vous voulez, on ne viendrait pas intégrer le risque lors de la reconstruction pour éviter de répéter ce cumul de dommages très important, voyez. Donc, c'est tout enfin, vous aussi, hein, vous êtes dans cette dynamique-là, on l'est un peu tous. Et donc, aujourd'hui, on est en train d'analyser, c'est la mission risque naturel qui travaille sur ça, qui est en train d'analyser les dossiers sinistres pour avoir une meilleure connaissance de l'endommagement et être en mesure de pouvoir agir sur le bâti et favoriser la résilience. Donc, je pense que tout ça, c'est en train de changer, tout comme vous. Vous voyez, c'est pareil, on s'aperçoit que les professionnels du bâtiment, les architectes, on doit davantage les mobiliser parce que c'est quand même eux qui sont au cœur aussi des travaux de prévention, qui peuvent apporter des solutions plus résilientes. Donc, tout ça est en train d'évoluer. Parfait, merci beaucoup. Merci Audrey, merci Amélie pour la question. Je vois qu'il y a une question, Yaovi. Hélène, est-ce que tu avais une question aussi? Non, ok, je vais apparaître. Yaovi. Alors, j'ai juste une petite remarque de Pierre-Jean Goupil, oui, qui dit, alors après, ça dépend des politiques d'assurance. Oui, il cherche à augmenter. Voilà. En fait, Pierre-Jean Goupil dit, pour information, les assurances françaises prennent en compte le niveau d'aléa dans la prime d'assurance. Ils cherchent à augmenter la résilience en ce moment. Donc, tout ça dépend de chaque assureur. Il y a une politique pour chaque assureur. Parfait. Merci Pierre-Jean pour la précision. Merci Audrey. Yaovi, une question? Oui, moi j'ai une petite question. Merci pour la présentation. Et également, j'ai remarqué que dans la présentation, vous avez beaucoup parlé de crues torrentielles au niveau du sud de la France et qu'il faut faire l'auto-évaluation par les bénéficiaires avant de prévoir les mesures d'immunisation qu'il faut faire pour le bâtiment. Ma question est de savoir, est-ce que l'analyse de la robustesse du bâtiment est prise en compte au début
de l'auto-évaluation, bien c'est qu'après que les ingénieurs rentrent en jeu pour pouvoir évaluer la robustesse du bâtiment, parce qu'on peut faire les mesures et que si le bâtiment même n'est pas prêt à résister par rapport au basculement de la force du courant torrentiel, ça peut s'avérer un peu dans la turbulence. Alors, tout dépend des différentes démarches qui sont mises en place à l'échelle des territoires. Vous avez certains bureaux d'études, comme voilà, un peu à l'image de Calixis, si vous voulez, qui interviennent en amont et qui vont évaluer la robustesse donc du bâti, la structure du bâti, au regard donc de ce risque, au regard d'un certain nombre de paramètres qui peuvent être présents dans les documents. Mais aujourd'hui, très souvent, en tout cas, nous, dans le cadre de nos interventions, on fait intervenir, si vous voulez, un bureau d'études spécialisé, géotechnique par exemple, structure, pour intervenir auprès des particuliers qui souhaitent entamer des travaux, qui souhaitent s'engager dans des travaux. Seulement à ce moment-là, si vous voulez. À partir du moment où on sait qu'un particulier souhaite engager des travaux pour conforter les murs, pour réaliser un niveau refuge, on fait intervenir des experts qui vont conseiller le particulier dans ses travaux. Parfait, merci oui pour la question. Merci Audrey. Audrey, tel que je te l'avais mentionné, moi je vais devoir quitter parce qu'on m'attend dans une autre salle Zoom. Mais Danielé va prendre le relais pour la gestion des questions puis finaliser. Celles qui sont là, c'est qui sont intéressés par les questions puis les réponses. Fait qu'on ça peut continuer le temps qu'il y a des questions et réponses. Puis moi, j'aurai des questions, des commentaires, Audrey, puis je les ferai parvenir par courriel. Okay, merci encore une fois pour ta présence puis la présentation. Ouais. Merci à vous. Hein. Merci. OK, merci à tout le monde d'avoir participé. OK, au revoir. Danielé, je te donne la parole. Merci Thomas. Donc, est-ce qu'il y en a d'autres questions à poser à Audrey? Finalement, moi, j'en aurais une question. En fait, je suis en train de consulter le document donc avec les mesures recommandées. Oui, merci de l'avoir partagé, oui. Donc, en fait, il y a quelque chose, j'aimerais savoir parce que moi, en fait, je travaille je suis chez Architecture sans frontières, puis on travaille vraiment sur les mesures au niveau plus architectural. Donc, vraiment, comment concevoir un bâtiment qui serait mieux adapté. Puis, je relève que dans les recommandations, vous parlez ni dans les obligatoires, ni dans les recommandés de la hauteur du plancher. Souvent, surtout dans la littérature aux États-Unis puis au Royaume-Uni, on parle de, si possible, la première chose à faire, c'est peut-être élever le plancher, le niveau le plus bas, peut-être même par l'intérieur du bâtiment. Donc, c'est sûr qu'il faut que la hauteur de plafond puisse le permettre, mais c'est quand même assez simple comme changement, beaucoup plus que des pilotis, par exemple. En fait, j'aimerais savoir pourquoi en France, cette mesure-là n'a jamais été mise de l'avant quand ce qui me semble être celle qui est mise d'avant dans la littérature aux États-Unis et au Royaume-Uni. Alors, pour cet exemple-là, effectivement, nous ne l'avons pas mise. Alors, tout dépend effectivement de la hauteur sous plafond, mais vous voyez, moi, ça m'est déjà arrivé de faire des diagnostics où on avait une hauteur sous plafond assez importante et on avait aussi, si vous voulez, voilà, on avait une dalle qui n'était pas solidaire au mur porteur, enfin au mur enterré. Et donc, du coup, l'eau pouvait très bien s'infiltrer par la dalle et l'histoire des bâtards d'eau ne fonctionne pas dans ces cas-là. Donc, du coup, j'avais prescrit, j'avais recommandé aux particuliers de renforcer sa dalle, son plancher, pour éviter donc cette remontée d'eau par le sol. Je ne pourrais pas répondre à votre question directement pourquoi aujourd'hui on ne l'intègre pas. C'est aujourd'hui pas effectivement une mesure qui est intégrée dans les plans de prévention. Ce n'est pas une mesure qui est non plus dans les recommandations. Mais par contre, vous voyez, nous, c'est quelque chose, enfin dans les recommandations, je parle de l'autodiagnostic, hein. Mais quand c'est nécessaire et quand c'est possible,
c'est-à-dire qu'il y a une faisabilité technique qui a quand même été évaluée, etc., on le recommande de renforcer le plancher et éventuellement de le rehausser si c'est nécessaire, mais quand on a une hauteur sous plafond qui le permet. Ouais. Peut-être que dans l'assemblée, il y a peut-être quelqu'un qui pourrait répondre, mais là, Puis, je peux éventuellement me renseigner. Hein. Puis sinon, ici, dans les règlements municipaux, c'est rarement permis de construire sur pilotis, bon, pour différentes raisons. Bon, c'est surtout souvent au niveau de l'intégration et tout ça dans le paysage. Vous, en France, est-ce que c'est une pratique que vous avez fait? Parce que je sais qu'aux États-Unis, ils l'ont essayé, mais ça n'a pas toujours été une grande réussite au niveau justement de l'intégration architecturale et aussi pour différentes... je pensais surtout des raisons esthétiques, en fait. Mais je voulais savoir, vous, est-ce que c'est quelque chose que vous avez expérimenté, le pilotis? Le pilotis, non, on ne l'a pas expérimenté. À travers nos différentes missions, non, ce n'est pas quelque chose qu'on a expérimenté. Il existe aujourd'hui hein, des territoires d'études en France qui permettent d'expérimenter un certain nombre de modes de construction résilientes. Mais je pourrais vous en faire passer. On a quelques exemples. Mais nous, personnellement, dans le cadre de Calixis, dans le cadre des missions de Calixis, on n'a jamais fait face à ce genre de choses. On est plutôt sur l'existant. On n'est pas sur la construction. Ouais. Merci. Après, effectivement, moi, tout ça, ça me pose question parce qu'aujourd'hui, quand on parle de refuge, on fait plutôt face, si vous voulez, aujourd'hui en France, à des maisons qui ont été réalisées et qui n'ont pas aujourd'hui une structure suffisamment solide pour recevoir un niveau refuge. Donc, il faut trouver d'autres solutions. Donc, les autres solutions aujourd'hui, c'est quoi? C'est de faire une extension éventuellement et puis de faire un niveau supplémentaire. Sauf que là, on se heurte peut-être aussi à des règles d'urbanisme qui sont compliquées. On se heurte aussi à des zonages, à des zones de protection aussi. Là, aujourd'hui, on est sur des territoires où on a des maisons avec des toits de chaume, des maisons qui sont là depuis des années et qui sont soumises à 2 mètres d'eau. Et ces maisons, on doit leur prescrire un niveau refuge, mais on ne sait pas comment faire. Donc, on s'adresse aujourd'hui aux architectes, à des experts du bâtiment, pour trouver des solutions. Et pour que ça soit harmonieux au niveau de l'esthétisme, au niveau du paysage, de l'environnement, etc. Mais tout ça, aujourd'hui, c'est pour ça que je parle de cas particuliers. Chaque maison est un cas particulier parce qu'on fait face aujourd'hui à nombreux cas particuliers qui remettent en question un certain nombre de choses au niveau de la réglementation. Nous, on se pose question par rapport à la faisabilité technique et aux stratégies employées au regard des mesures qui sont prescrites dans le PPR. Quand je vous disais tout à l'heure, on a des mesures qui sont obligatoires, mais la stratégie de limiter l'infiltration de l'eau, elle n'est pas 100% efficace, quoi. Il faudrait éventuellement intégrer dans ces obligations la pose de bâtard d'eau, par exemple. Vous voyez ? Donc aujourd'hui, il y a quand même ça commence à bouger. Les assureurs aussi commencent à se poser un certain nombre de questions sur ces dispositifs qui pourraient être efficaces pour protéger leurs assurés. Mais voilà. Mais c'est intéressant, merci. Audrey, on a une question par Pierre Jean. Pierre, si vous voulez poser votre question. Bonjour. Moi, c'était plutôt pour réagir à ce que disait Hélène Vasseur tout à l'heure, lorsqu'elle demandait pourquoi en France on parle moins de remonter les seuils, enfin les niveaux des maisons. Peut-être que c'est en lien avec le mode de construction des bâtiments. Je sais qu'aux États-Unis, les maisons sont
peu plus souvent faites en bois, alors que plutôt une tradition du béton ou de la maison en pierre. C'est une piste de réflexion possible. Moi, j'ai répété une autre question. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre qui n'avait pas encore posé de question voulait passer avant moi. Ça allait. Donc, en fait, mon autre question, c'est que, là, j'essaie de mettre en contexte. Traditionnellement, au Québec, ben, je vais juste faire une petite aparté, là. Je travaillais au ministère de la Sécurité publique avant en prise en compte des risques en aménagement du territoire. Puis, tu sais, on n'est pas 80 au Québec à faire ça, là. C'est quand même niché. Puis, traditionnellement, la gestion des risques au Québec, il y a 4 volets, 4 dimensions. Ça va être la prévention, la préparation, l'intervention, le rétablissement. Dans les mesures de prévention, il y a une des mesures de prévention qui est la plus efficace, qui est l'aménagement du territoire, donc l'urbanisme. Il y a, présentement au Québec, dans l'urbanisme, on agit sur le bâti projeté et presque pas sur le bâti existant. Parce qu'on dit, bien, on respecte les droits acquis, vous étiez installés, les prochains ne pourront pas s'installer dans les zones de contrainte ou devront s'installer en simulisant, etc. Sauf qu'il y a des limites à ce qu'on peut demander au niveau du bâti projeté. J'ai jamais vu, en tout cas à ma connaissance, ça n'existe pas dans la réglementation d'urbanisme au Québec de demander que le bâtiment puisse avoir un niveau refuge, par exemple. Donc là, pour les bâtiments existants, c'est plus une logique, entre la logique qui existait avant, c'était davantage une logique de vous avez des droits acquis, mais dès que ce sera possible que votre droit acquis s'éteigne, ça va régler le problème, vous ne serez plus dans la zone de contrainte. Mais ça, il y a une problématique avec ça, c'est que ça ne reconnaît pas le filet social, la communauté, le fait que des gens existent là. Puis cette logique-là de dire que les droits acquis vont s'éteindre un après l'autre, ça peut mener à des quartiers qui sont des gruyères, qui sont vides, puis que les aqueducs ne sont pas rentabilisés. Il y a plein de problématiques liées à ça. Puis oui, effectivement, dans un quartier avec une rue qui serait à sortir des citoyens, ça peut aller, mais quand c'est vraiment une ville, un village, c'est incommensurable de faire ça. Donc là, ma question à moi, c'est, je sais que la France, c'est différent. Peut-être que la gestion des risques et l'aménagement du territoire en France se parlent davantage. J'aimerais vous entendre parler de comment c'est reçu par les urbanistes locaux, ce programme-là. Parce que moi, je suis urbaniste de formation, je suis urbaniste dans mon travail. En fait, d'avoir des gens, par exemple, qui travailleraient, je vais donner un exemple, mettons, Hélène Levasseur, architecte sans frontières, va sur le terrain parler à des citoyens de la municipalité pour leur dire, vous devriez faire ça, pour avoir une meilleure, améliorer votre résilience. Mais que moi, après ça, quand ils viennent me voir pour un permis, c'est pas permis, mais je dirais, ah, Hélène, t'aurais dû nous consulter. C'est pour ça que je me questionne, comment ça se passe chez vous concrètement? En fait, le plan de prévention des risques, c'est une servitude d'utilité publique, c'est-à-dire qu'il s'impose au PLU, au plan local d'urbanisme. Donc, si vous voulez, à chaque fois que il y a des questions qui se posent au regard, par exemple, alors là, je n'ai pas d'exemple en tête, hein, mais en tout cas, ça s'impose au PLU. Donc, normalement, si vous voulez, ce qui est prescrit dans le PPR doit être en conformité avec la réglementation au niveau de l'urbanisme. Donc, si je donne un exemple, par exemple, au Québec, les aéroports sont une compétence fédérale. Si un aéroport doit s'installer sur mon territoire, même si moi, je voulais faire de la protection de milieu humide, l'aéroport est là, je dois accepter que c'est ça qui se passe. Est-ce que c'est la même chose pour vous? Par exemple, j'ai un territoire, par exemple, le Vieux-Québec, qui est un arrondissement historique. Je veux préserver mes immeubles de telle façon. Puis le PPR ou le PPI, je ne me rappelle pas du terme, s'impose par-dessus ma réglementation. Puis mes immeubles historiques doivent se surélever ou être modifiés, même si moi, je ne voudrais pas ça. Là, si vous voulez, là, ce qui se passe aujourd'hui, mais ça ne fait pas l'objet d'une réglementation, mais c'est en cours de réflexion sur le territoire, sur un des territoires du littoral de la façade atlantique auprès de qui on intervient. On est face à ces fameuses maisons très anciennes, patrimoine, donc c'est un toit de chaume, ça s'appelle des bourrines. Et donc, ces maisons, on doit leur prescrire une zone refuge. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et elles sont dans des zones protégées.
Sauf qu'elles sont, elles sont considérées comme très vulnérables pour leurs occupants. Et donc là, il y a une agence d'urbanisme, des architectes mandatés par l'État qui sont en train de voir ensemble, qui ont étudié ce territoire pour voir de quelle manière ils pouvaient éventuellement intégrer les prescriptions du PPR de manière à ce que ça ne dénature pas le patrimoine et que esthétiquement, ça reste acceptable, quoi, hein. Donc, ça surimpose, mais c'est pas non plus une fin de non-recevoir. Il y a conciliation possible. Ouais. En tout cas, là, par rapport au cas dont je vous parle, oui. Parfait. Merci. On intervient, par exemple, sur l'île de Noirmoutier, l'île de Ré, sur des îles comme ça, sur la façade atlantique, qui ont des très belles maisons blanches, pour la plupart de plein pied. Si à un moment donné, on a des zones refuges, ça va faire des champignons, c'est le terme, hein, des élus aujourd'hui que l'on rencontre sur le territoire. Donc, ils sont en train aussi les architectes aujourd'hui, il y a des appels à projets, des appels à idées. Les architectes aujourd'hui s'engagent dans ce genre d'appels à idées pour éventuellement proposer des refuges, des zones refuges qui soient qui s'insèrent dans le paysage, quoi, hein, qui soient acceptables, quoi, hein, par les acteurs locaux. Parce que mais ça a un coût. Ça a un coût. Alors, ça renvoie toujours à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qui se lancerait dans ce genre de travaux et aujourd'hui, est-ce que le taux de la subvention du fonds Barnier est suffisante, sachant qu'il y a un certain nombre de critères, si vous voulez, aujourd'hui. Quand on vous dit, vous devez créer un niveau refuge, ok. Donc, jusqu'à quel point, sur quels travaux on nous subventionne? Est-ce qu'on nous subventionne sur le revêtement des murs, jusqu'à l'embellissement de la pièce? Est-ce qu'on nous subventionne sur un évier, par exemple? Un évier, un petit lavabo, des choses comme ça? Ben non. On nous dit c'est la structure, c'est une prise, c'est une ouverture vers l'extérieur, c'est un escalier, mais on ne va pas aller plus loin dans les travaux à subventionner. Donc, vous voyez, après, il faut... Parce qu'au Québec, en tout cas, à ma connaissance, on ne demande pas de niveau refuge, mais ça devient un peu comme un silo, dans le sens qu'il y a des gens, on essaie d'avoir le portrait le plus précis possible des gens qui sont en zone de contrainte pour savoir que quand il y aura un événement, un aléa qui sera problématique, on réfléchisse, puis là, je pense à Claude Pigeon, qui est mon collègue de la Sécurité civile, mais tu sais, qu'on réfléchisse à dire, ces gens-là, on sait qu'ils existent, il faut les évacuer en cas de sinistre. Mais on les évacue dans des zones refuges qui sont finalement des centres pour sinistrés. On les relocalise, littéralement. On ne les garde pas à la maison. Puis, des fois, je me questionne. En fait, moi, je me suis toujours fait dire que, idéalement, on laisse pas... C'est ça, c'est la réflexion entre est-ce qu'on veut laisser les gens à la maison? Parce qu'on sait très bien que même s'ils sont à l'intérieur de leur deuxième étage, puis qu'ils sont entourés d'eau, du moment qu'il y a une femme accouche, du moment qu'un monsieur fait une crise cardiaque, du moment que... on fait même les évacuer, puis nos camions ne sont pas nécessairement capables de passer ou d'aller les chercher. Donc, est-ce qu'on devrait davantage les sortir ou leur offrir un niveau refuge le temps de les sortir ou de carrément les rendre complètement autonomes dans une situation de sinistre? Je n'ai pas réponse à ça, mais en fait, je pense que c'est des choix sociétaux. Puis peut-être que vous, justement, vous avez un nombre de citoyens encore plus important que nous qui se retrouvent dans cette situation-là. Donc, les relocaliser, ce ne serait pas possible. Mais... Alors nous, on a, là aujourd'hui, on a, comme j'en discutais tout à l'heure, on a des dispositifs de prévention qui sont aujourd'hui des plans communaux de sauvegarde. Les plans communaux de sauvegarde, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, ça doit être mis en place par les maires à l'échelle d'une commune pour sauvegarder sa population, mettre en place tous les moyens nécessaires pour sauvegarder la population. Et ces PCS, si vous voulez, ils doivent intégrer la vulnérabilité des occupants, de la population. Donc, ça veut dire que, si vous voulez, à chaque habitant, les habitants doivent s'inscrire sur une liste. Chaque occupant vulnérable doit s'inscrire sur une liste afin d'être pris en charge au moment de l'événement.
Donc, ce sont les autorités qui vont prendre la décision, qui vont faire en sorte de sauvegarder la population qui serait potentiellement vulnérable lors d'un événement, quoi. Donc il y a ce genre de dispositif qui est mis en place, et en plus de ça, on a effectivement ces refuges. Ces refuges qui ne sont pas forcément, où c'est très compliqué aujourd'hui, c'est compliqué aujourd'hui sur certains territoires, en tout cas, de prescrire ces refuges au regard des différentes maisons existantes, quoi, au regard de la structure des différentes maisons. Puisqu'aujourd'hui, en France, on a des régions avec leur patrimoine, etc., les différents matériaux. Donc, c'est pas évident. C'est pas évident. Là, si vous voulez, sur les communes dont je parlais tout à l'heure, on est vraiment avec des charpentes. On n'a pas de grenier. Madame Levasseur, c'est impossible de créer un refuge dans les greniers, puisque vous avez la charpente qui prend toute la place, quoi. Donc, ça serait très compliqué aujourd'hui de faire ça. Donc là, vous avez certains particuliers qui érigent, quand c'est possible, un refuge au-dessus ou sur le côté. Sur le côté, au-dessus. Mais le refuge, en tant que tel aussi, il peut être vu, une solution intermédiaire, comme un peu une porte de sortie en cas de feu. Donc, là, dans le fond, ça serait une porte de sortie en hauteur. Ça peut être une lucarne dans le toit qui est ouvrant. Mais je suis d'accord avec vous. À l'intérieur du bâtiment, une échelle qui se déploie et on peut sortir par la lucarne. Je suis d'accord avec vous. Mais aujourd'hui, les caractéristiques techniques dans notre réglementation, dans nos plans de prévention des risques, c'est une zone refuge, donc c'est 8 ou 9 mètres carrés minimum. Un escalier, une ouverture. Et c'est 20 mètres carrés maximum, 20 mètres carrés, oui, maximum, alors au regard de la réglementation au niveau de l'urbanisme. Mais c'est 8-9 mètres carrés, soit 1,20 m de plafond. Donc, vous voyez? Donc, c'est même pas à se dire, on pourrait éventuellement, parce que j'ai fait ça face à ça. Il y a des gens qui n'avaient pas forcément les moyens de construire ou d'aménager une zone refuge et qui m'ont dit, nous, on va pas faire forcément de dossier parce que nous, on veut juste effectivement une lucarne et un escalier et la plateforme, ça sera la place, l'espace qu'on a aujourd'hui, ça nous servira de plateforme et puis c'est tout, quoi. Hein. Et voilà, donc tout ça, c'est discutable. C'est discutable parce qu'aujourd'hui, les critères, en fait, d'éligibilité, les caractéristiques techniques des zones refuges, c'est 8 mètres carrés sous 1,20 m. Puis, tu sais, Hélène, moi, je rajouterais à ça, je me dis, au Québec, une zone refuge avec une lucarne, il va falloir que le monde se mette à déneiger les toits, là. Mais tu sais, ça arrive presque pas l'hiver, mais ça arrive quand même. Tu sais, les embarques à Sainte-Marie, ça arrive l'hiver. Tu sais, je me questionne la faisabilité toute saison d'une aire de refuge. Ouais. Mais c'est super intéressant parce que j'ai le sentiment, en fait, c'est que la cassette qu'on a dans notre cerveau, qui est la vision québécoise de la gestion des zones inondables, est en train de changer. Présentement, le gouvernement révise l'orientation gouvernementale en aménagement du territoire lié aux zones inondables. C'est super intéressant parce que là, on a une cassette, on sait qu'une autre cassette s'en vient, mais on sait qu'il y a d'autres cassettes qui existent à l'international, puis c'est de voir, puis de comparer, puis de dire, tu sais, puis par champ d'expertise, je pense à l'architecture, je pense à d'autres choses, mais par champ d'expertise, des fois, on se dit, mais ça serait tellement plus simple, tel aspect, mais après ça, c'est de mettre la sécurité civile, l'architecture, l'aménagement, puis toutes les facettes ensemble, les assurances, le domaine immobilier, puis les faire arrimer, là, qui est même aussi l'aide de dernier recours au niveau gouvernemental, tu sais, c'est pas simple. Mais oui, moi on est très intéressé par chaque étude de terrain, chaque mission sur le terrain, pour nous, c'est un retour d'expérience qui est bénéfique parce que ça nous permet aussi de dialoguer davantage avec des professionnels du bâtiment, avec l'État, et on avance au fur et à mesure parce que l'État aujourd'hui, ils ont besoin aussi de ce retour terrain pour
éventuellement renforcer, compléter leur politique, donc c'est très bénéfique, ouais. Mais ça peut faire l'objet d'une autre webinaire où je vous montre les cas particuliers qu'on rencontre lors de diagnostic cette fois-ci. Mais enfin, je suis très contente en tout cas de pouvoir échanger avec vous, d'échanger nos points de vue et nos expériences respectives. C'est très intéressant. Ouais.